Quand on pense à Archimède, on imagine tout de suite des trucs de génie, des miroirs géants qui mettent le feu à des navires, des cris Eureka dans les rues. Mais qui était vraiment l'homme derrière toutes ces légendes? Cette phrase, on la connaît tous. Elle capture parfaitement l'image qu'on a de lui, un inventeur aux idées capables de changer le monde. Alors justement, allons voir de plus près ce qu'il y a de vrai là-dedans. C'est la grande question finalement. Est-ce que ce titre qu'on lui donne, c'est la réalité? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Et la réponse pourrait bien surprendre. Pour commencer, parlons de ce qui l'a rendu si célèbre. Son rôle dans la défense de sa ville natale, Syracuse. Imaginez la scène. En 213 avant notre ère, l'armée romaine la plus puissante du monde assiège Syracuse. Mais elle tombe sur un os. Un arsenal complètement fou sorti de l'imagination d'un seul homme. On parle de miroirs qui concentrent le soleil pour grouler les voiles à distance, d'une griffe de fer géante qui attrape les navires et les retourne comme des jouets, bref, des inventions qui ont tenu en échec la machine de guerre romaine. Mais attention, ces inventions, aussi géniales soient-elles, ne sont pas sorties de nulle part. Elles sont nées d'un contexte, disons, assez tendu. Pour faire simple, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la Sicile est prise en étau entre deux superpuissances qui se détestent, Rome et Carthage. Syracuse, la ville d'Archimède, a d'abord été alliée à Rome, puis a changé de camp. Grosse erreur. Rome n'a pas apprécié et a envoyé ses légions. C'est dans cette situation désespérée que le roi de Syracuse se tourne vers son plus grand savant pour concevoir les défenses de la cité. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce qu'il y a un paradoxe incroyable. L'homme qu'on célèbre comme un inventeur de génie, eh bien lui, il méprisait tout ça. Pour lui, l'ingénierie, les applications pratiques, c'était un truc de seconde zone, presque vulgaire. En gros, ce qui l'a rendu célèbre ne l'intéressait absolument pas. Il est donc temps de découvrir ce qui faisait vraiment vibrer Archimède. Et ce n'était pas de construire des machines, mais de comprendre le monde à travers la beauté abstraite des mathématiques. La loi du levier, c'est la science derrière sa fameuse phrase « Je soulèverai la Terre ». Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de construire un levier géant, mais de prouver, mathématiquement, qu'une petite force pouvait déplacer une masse immense. C'était la beauté du principe qui le fascinait, la découverte d'une loi universelle de la physique. Et ça, c'est du pur génie. Comment mesurer une courbe avec une règle droite? Impossible, non? Eh bien, Archimède a trouvé une astuce. Il a encadré le cercle avec des polygones, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et puis, il a augmenté le nombre de côtés de ces polygones, encore et encore. Le cercle se retrouvait comme pris en sandwich et la marge d'erreur devenait de plus en plus petite. C'est une méthode qui préfigure le calcul intégral près de 2000 ans avant tout le monde. Le résultat de cette méthode? Une valeur de pi, le fameux 3,14, d'une précision absolument stupéfiante pour l'époque. Il faut bien réaliser, sans calculatrice, sans ordinateur, juste avec sa tête, il a réussi à obtenir ce résultat. C'est une prouesse intellectuelle immense. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car tout ce savoir, toutes ces découvertes ont bien failli disparaître pour toujours. C'est une histoire digne d'un film. Pour comprendre, il faut connaître ce mot un peu barbare, un palimpseste. À l'époque, le papier n'existait pas, on utilisait du parchemin, de la peau d'animal. Ça coûtait une fortune. Alors quand on n'avait plus besoin d'un texte, on grattait l'encre et on réécrivait par-dessus. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'un des principaux recueils des œuvres d'Archimède. Au XIIIe siècle, des moines ont tout simplement effacé ces théories et ces diagrammes pour écrire un livre de prières par-dessus. Pendant des siècles, des traités uniques d'Archimède sont restés cachés sous des psaumes. Ce n'est qu'au XXe siècle, grâce aux rayons X et à l'imagerie moderne, qu'on a pu enfin lire à travers les prières et redécouvrir ce trésor perdu. Alors, pour finir, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'Archimède lui-même considérait comme son plus grand accomplissement? Sa mort elle-même est un symbole puissant. Quand les Romains ont finalement pris Syracuse, un soldat l'a trouvé, non pas en train de diriger ses machines, mais tranquillement en train de tracer des figures géométriques dans le sable. Totalement absorbé par son problème, il aurait dit au soldat de ne pas déranger ses cercles. Le soldat l'a tué. Il est mort en savant, pas en ingénieur de guerre. Et la preuve ultime de ses priorités, c'est ce qu'il a demandé de faire graver sur sa tombe. Pas de catapulte, pas de griffe géante, non. Un simple diagramme, une sphère à l'intérieur d'un cylindre. C'était sa plus grande fierté, la découverte de la relation mathématique parfaite entre ces deux formes. Voilà ce qui comptait pour lui. Donc si on résume, on a d'un côté la légende, l'inventeur de machines de guerre, l'ingénieur au service du roi, et de l'autre, la réalité, le mathématicien pur, fasciné par les lois abstraites de l'univers, que ce soit la physique ou la géométrie la plus pure. Au final, ça nous laisse avec une question intéressante. Qu'est-ce qui fait l'héritage d'une personne?
Les histoires spectaculaires que les gens racontent ou ce qui la passionnait vraiment, au plus profond d'elle-même? Dans le cas d'Archimède, les deux sont fascinants, mais ils ne racontent pas du tout la même histoire.